Bonjour à toutes et à tous, et en particulier à ceux qui nous écoutent régulièrement sur la chaîne Astronature 49. Le mois d'août approche, et c'est donc le moment de vous aiguiller sur les observations à réaliser en ce mois de grandes vacances scolaires. Et pour cela, nous avons choisi de vous présenter plusieurs objets à observer dans notre système solaire, à commencer par l'astéroïde Iris, qui passera à l'opposition le 7 août, la célèbre pluie des Perséides, observable une grande partie du mois. À la mi-août, nous pourrons observer les planètes Mars et Jupiter qui se rapprocheront l'une de l'autre. Ensuite, nous pourrons nous diriger vers Saturne pour un rapprochement avec la Lune. Et à la fin du mois, ce seront de deux transits de Lune sur Jupiter et d'une conjonction de la Lune avec les Pléiades que nous détaillerons. Comme chaque mois, je suis en compagnie de Mathieu, de la chaîne YouTube L'Explorateur du Ciel, de Pascal, notre poète, et de Robin, croqueur de Voie lactée. Et pour commencer, nous allons nous diriger vers l'astéroïde 7 Iris, donc qui passe à l'opposition le 7, et c'est Mathieu qui va nous en donner des détails. Oui, alors avant de pouvoir l'observer, faut-il encore la trouver? Alors, on va la rechercher, ce fameux astéroïde 7 Iris, dans la constellation du Verseau. Alors, tout au long de ce mois d'août, en fait, c'est l'étoile Epsilon du Verseau, autrement appelée Albali, qui servira de premier point de repère pour suivre l'astéroïde. Alors, cette étoile Albali, ou Epsilon du Verseau, est une étoile de magnitude 3,7, donc relativement aisée à repérer, en tous les cas sous un ciel rural. Sous un ciel urbain, ce sera peut-être un petit peu plus difficile. Iris, de magnitude 8,25, est encore plus faible que la planète Neptune et à peine plus brillant que Titan, vous savez, la plus grosse des lunes de Saturne. Alors, cette brillance offre la possibilité de l'observer déjà dans une paire de jumelles. Alors, Iris, c'est peut-être un astéroïde dont on a relativement peu parlé dans ces éphémérides, donc on va présenter un petit peu cet objet. Alors, c'est un objet qui est de petite taille, va-t-on dire, 200 km d'envergure, grosso modo, et couplé au fait qu'il se situe à presque 200 millions de kilomètres de nous, bon, ça va rester plutôt difficile de résoudre sa taille apparente, même dans un gros télescope amateur. Mais on pourra toujours suivre son déplacement. Alors, comment suivre son déplacement? Alors, peut-être par la méthode du dessin, hein, c'est-à-dire disposer sur un papier chaque point représentant les étoiles en arrière-plan de cet astéroïde Iris, et puis poser peut-être en pointillé le déplacement de l'astéroïde Iris au fil des heures lors de cette nuit du 7 au 8 ou lors d'une nuit précédente ou suivante. Et pourquoi pas reprendre cette méthode nuit après nuit pour avoir un déplacement qui soit encore plus évident. Deuxième méthode, ce sera la méthode de la photographie, qui sera une méthode encore plus précise et efficace d'ailleurs. Il suffit de mettre peut-être un APN réflexe au foyer de son instrument ou bien une caméra, que ce soit monochrome ou couleur au foyer de votre instrument. Un instrument de courte focale sera peut-être l'idéal pour avoir un maximum de luminosité et ainsi apercevoir un maximum d'étoiles dans le champ de la caméra. Mais un instrument de plus longue focale vous permettra de suivre le déplacement encore plus précisément de l'astéroïde 7 Iris sur le fond du ciel. Alors, quelle que soit la méthode, amusez-vous à faire des pauses de quelques secondes à quelques minutes si vous avez un bon suivi, et puis à cumuler ces pauses au fil des heures. Si votre nuit est bien dégagée, la météo restera l'élément, l'écueil numéro un, évidemment, dans ce genre d'observation. Mais en tous les cas, hormis cette observation du déplacement d'Iris, malheureusement, il n'y aura pas grand-chose d'autre à observer. Donc, c'est toujours une bonne chose que d'observer le déplacement d'un astéroïde sur le fond du ciel et ainsi d'avoir la chance de pouvoir les repérer.
Merci donc Mathieu de nous avoir donné des informations pour pouvoir bien observer cet astéroïde et tenter ainsi l'observation. Nous allons passer maintenant bien, à cette célèbre pluie d'étoiles filantes, celle des Perséides, donc visible en août. Et cette fois-ci, bien, c'est Pascal qui va pouvoir nous détailler cette pluie. Voilà. Alors effectivement, quand on parle d'étoiles filantes, les Perséides, eh bien cela correspond toujours, ça coïncide toujours avec la période estivale, parce que effectivement, chaque année, eh bien, la Terre va repasser tout près de l'orbite de la fameuse comète périodique 109P Swift-Tuttle. Et donc, c'est une comète, en fait, qui tourne autour du Soleil tous les 133 ans. Mais bien sûr, eh bien, nous passons, la Terre frôle chaque année son sillage. Le sillage étant composé de milliards de poussières, eh bien, c'est ce qui donne, en fait, la fameuse pluie d'étoiles filantes des Perséides. Alors, où la voir? Comment la voir? Quand? Quelle est son activité? Alors déjà, le radian, donc le lieu, en fait, la localisation, euh, c'est bien sûr, comme son nom l'indique, les Persées, donc la constellation de Persée. La particularité, là, cette année, c'est qu'il faudra lever un peu les yeux au ciel, hein, parce qu'elle sera assez haute sur l'horizon. Pour la situer, c'est entre les constellations de la Girafe et donc de Persée. Si vous avez du mal un petit peu à vous repérer avec ces constellations, certainement que vous connaissez la plus belle des constellations d'été, c'est-à-dire le fameux W, Cassiopée, hein, donc inratable l'été. Donc là, effectivement, il suffira de regarder donc, dans la direction de cette constellation, légèrement en bas et à droite. Mais en fait, ça ne sert à rien d'être très précis, hein, parce que, encore une fois, c'est une nuit d'étoiles filantes. Alors, même si elles sont très éloignées, eh bien, vous les verrez forcément, hein. Un trait lumineux comme ça et plusieurs, eh bien, vous ne pouvez pas les rater. Son activité, eh bien, en réalité, a déjà débuté depuis le 16 juillet et elle va en fait se poursuivre jusqu'au 24 août, avec bien sûr le pic d'étoiles filantes, hein, qui sera dans la nuit du 11 au 12. La vitesse de ces météores sera à peu près de 59 km secondes. Et l'avantage, c'est que la Lune, à ce moment-là, bien, ne va pas gêner puisqu'elle sera dans son premier quartier. Et en plus, elle se couchera vers 23 heures. Donc finalement, vous ne serez pas du tout gêné pour observer donc ces étoiles filantes. Alors, quand l'observer? Eh bien, idéalement, en seconde moitié de nuit et en fait juste avant l'aube. Alors vous allez me dire, bon, c'est l'été, on peut se coucher un peu plus tard, et honnêtement, ça vaut le coup, hein. C'est une des plus belles nuits d'étoiles filantes. Les conditions idéales, eh bien, sont toujours pareilles, hein. Un ciel noir, bien sûr, sans nuages, sans pollution lumineuse, et puis en espérant effectivement que le temps soit suffisamment clément, hein, parce que cette année, il faut dire que l'été n'est pas vraiment au beau fixe, en tout cas pas partout, hein. Il y a une autre particularité aussi de ces Perséides, c'est que dans la nuit du 13 au 14, il n'est pas rare qu'il se produise en fait un autre maximum, ce que l'on appelle un maximum secondaire, donc des étoiles filantes, hein. Donc si vous l'avez raté effectivement la nuit du 11 au 12, eh bien vous pouvez retenter le lendemain. Est-ce que vous voulez en savoir plus sur ces Perséides? Eh bien, si c'est le cas, je vous invite vraiment à ne pas rater la nuit des étoiles. Chaque année, vous savez que les 9, 10 et 11 août, eh bien, est organisée par l'Association française d'astronomie depuis déjà plus de 30 ans, eh bien, des observations partout en France faites par des professionnels, par des amateurs,
par des passionnés. Et c'est un événement qui est gratuit et qui permet en fait à chacun d'entre nous de pouvoir observer des objets du ciel, de pouvoir effectivement voir, puisque là ça va tomber en plein dans les Perséides, bien d'avoir plus d'explications. Et puis vous serez en fait avec des personnes passionnées. Donc c'est vraiment très intéressant. Maintenant, vous pouvez peut-être vous demander, mais où est-ce que je peux trouver ces renseignements, savoir quels sont les sites d'observation plus proches de chez moi? Eh bien, il suffit tout simplement d'aller sur leur site. Alors, je vous le donne, c'est AF, comme Association française, Astronomie, donc tout attaché, donc afastronomie.fr. Sur ce site, eh bien, vous aurez tout simplement la carte de tous les lieux en France où vous pouvez donc assister à une, voire ces 3 nuits d'observation. Et en attendant, on vous souhaite à tous de bonnes observations, notamment bien pour cette pluie d'étoiles filantes, les Perséides. C'est ça, tout à fait. Et merci donc Pascal de nous avoir renseigné sur ces nuits des étoiles. Nous pouvons passer maintenant à cet événement qui a lieu le 14 août et c'est Mars qui va se rapprocher de la plus grosse planète de notre système solaire, à savoir Jupiter. Et donc, eh bien là, je vais demander à Robin de nous donner quelques détails. Oui, alors c'est sûr, ça sera quelque chose d'un petit peu moins spectaculaire et un petit peu moins accessible que les Perséides, mais ça vaut quand même le coup d'œil si vous êtes debout en secondes parties de nuit, parce que ça va être assez tard finalement, puisque ça sera vraiment à partir de 2 heures du matin que Mars et Jupiter passeront au-dessus de l'horizon. Donc voilà, ça sera entre cette période-là et le lever du soleil. Donc voilà, ça sera pour ceux qui font une nuit complète. Donc les deux astres seront finalement très proches l'un de l'autre et on aura l'occasion de les observer, que ce soit à l'œil nu ou même au travers d'une paire de jumelles. Donc voilà, ça peut valoir le coup, mais notez très bien que il vous faudra un horizon absolument dégagé sur l'horizon nord-est-est, parce que sinon ça risque d'être assez compliqué, ou bien il faudra attendre le lever du soleil, donc avant cette période. Donc voilà, entre 2 heures du matin et vers 6 heures, vous aurez l'occasion d'observer cet événement-là, qui peut être vraiment plutôt intéressant si vous avez une simple paire de jumelles. C'est ça, bah, tout à fait. Merci Robin. Alors, le 21 août, c'est Saturne qui a rendez-vous avec la Lune. Et donc, eh bien, c'est Mathieu qui va nous parler de cet événement. Ouais, c'est encore un duo au sommet qui nous attend donc ce 21 août. Les occultations de Saturne par la Lune, en fait, ne sont pas forcément réguliers. On peut très bien avoir des périodes tout à fait régulières où l'on observe effectivement la Lune passer devant Saturne, et puis ensuite des périodes de disette où la Lune ne passe plus sur l'écliptique, en tous les cas ne rencontre plus la planète Saturne. Alors cette année, donc 2024, eh bien, la Lune occulte la planète Saturne tous les mois à partir du mois d'avril. Alors, la question, pourquoi est-ce que depuis le mois d'avril, nous n'avons présenté aucun événement de ce type? Eh bien, tout simplement pour une raison très simple, c'est que parmi toutes ces occultations qui se déroulent depuis le mois d'avril, eh bien, et jusqu'à la fin de l'année, d'ailleurs 2024, seules deux d'entre elles seront observables depuis la France. Et toutes les deux, eh bien, ne seront observables que durant l'été des Jeux Olympiques. Alors, la première, elle est déjà passée puisqu'elle avait lieu donc ce 24 juillet, il y a seulement quelques jours, et elle se produisait plutôt dans l'hémisphère sud et elle n'était visible que depuis l'île de la Réunion. Alors la seconde qui nous intéresse, eh bien, c'est celle que nous allons avoir le 21 août. Donc ce sera finalement la seule que nous pourrons observer ici en France métropolitaine pour cette année 2024. Alors, comment tout cela va-t-il se dérouler? Alors, j'ai noté donc cet événement en plusieurs parties que l'on va appeler des contacts. On va raisonner en termes de contacts. Alors, le premier contact, donc, c'est-à-dire le moment où la planète Saturne va commencer à toucher le limbe
du disque lunaire va se passer à 5h26 en heure locale. Alors, je présente les heures locales à Paris, sachant que en fonction de votre endroit, de votre position géographique, ces horaires vont évoluer de l'ordre de quelques minutes à peut-être même plusieurs dizaines de minutes en fonction de là où vous vous trouvez précisément en France métropolitaine. Donc 5h26, heure locale pour Paris. Premier contact. Deuxième contact, donc c'est-à-dire le moment où Saturne est définitivement occulté par la Lune, c'est à 5h27. Donc ça se passera du côté éclairé de la Lune. Je rappelle que la Lune, donc ce 21 août, sera donc on sera quelques jours. Non, on sera quasiment au moment de la pleine lune. Non, je me trompe. Ce ne sera pas au moment de la pleine lune. Nous serons donc quelques jours après la pleine lune, donc précisément 2 jours après la pleine lune. Autrement dit, la lune présentera un très léger croissant nocturne et un gros disque gibbeux bien éclairé. Alors, la totalité donc, de ces 2 premiers contacts va durer 40 secondes. Donc, ça ira très vite en fait. Saturne va se faire occulter par la Lune en seulement 40 secondes. Alors maintenant, il va s'écouler 1 heure pendant laquelle vous ne verrez absolument rien. La Lune ne bougera pas. Saturne va lentement se déplacer derrière la Lune, donc vous ne pourrez plus l'observer. Et puis, ce sera le moment de l'immersion. 4e contact, donc le moment où Saturne commence à sortir du limbe lunaire, ce sera à 6h26, toujours en heure locale sur Paris. Donc là, quand je parle de contact, en fait, je comprends non seulement la planète, mais aussi les anneaux. C'est pour ça qu'en fait, ce déplacement évolue un petit peu en termes de durée, parce qu'en fait, les anneaux ne vont pas se présenter avec la même inclinaison au moment de l'émersion et au moment de l'immersion. Alors, le 4e contact, 6h26, donc cette fois-ci, ça va se passer de l'autre côté de la Lune, donc du côté de la Lune qui ne sera pas éclairé. Donc soyez prêts, en fait, vous allez voir tout simplement le disque, enfin les anneaux tout d'abord de Saturne qui vont pointer le bout de leur nez, puis ensuite le disque planétaire. Vous allez avoir l'impression de voir la planète surgir de la nuit. Et en fait, c'est ainsi que vous allez pouvoir appréhender le disque, l'intégralité du disque lunaire. Et le 4e contact, donc, lui aura lieu 2 minutes, alors 1 minute 22 plus tard, 22 secondes plus tard, à 6h26 en heure locale. Voilà. Donc, vous avez remarqué que la durée évolue entre l'immersion et l'immersion, de 40 secondes jusqu'à 1 minute 22, à cause justement de cette inclinaison de l'inclinaison de Saturne par rapport à la Lune. Donc, il y a un angle d'entrée et puis de sortie qui sera légèrement différent, ce qui fait qu'en fait, la planète va plutôt rentrer d'un bloc derrière la Lune au moment de l'immersion, et au moment de l'immersion, elle va sortir toute droite, donc les anneaux d'abord, puis la planète, et ensuite l'autre côté des anneaux. Bon, je présente rapidement le contexte. En fait, ça va être très rapide, c'est très facile à appréhender, puisqu'en fait, il suffit de chercher la Lune. Bon, c'est facile à trouver à l'œil nu, en fait, sud-sud-ouest, en fin de nuit, évidemment, vous l'avez compris. Je présente aussi 2 autres horaires parce que ça peut toujours intéresser ceux qui ont une certaine expérience peut-être dans l'observation et dans l'imagerie. Il s'agit de la lune Titan qui, elle aussi, comme toutes les autres lunes de Saturne d'ailleurs, va être occultée. Mais alors, elle va être occultée à une horaire un tout petit peu différente, en décalé avec Saturne, tout simplement parce qu'elle a beaucoup d'avance par rapport à Saturne. Ça va être d'ailleurs la première à être occultée des deux, à 5h24 en heure locale, donc 2 minutes avant Saturne elle-même. Et puis elle va émerger à 6h18, donc 6 minutes avant que Saturne elle-même n'émerge. Donc ce sera aussi quelque part un indice, lorsque vous verrez le petit point orangé de Saturne émerger, que Saturne ne tardera pas à émerger à son tour. Donc soyez prêts, soyez vigilants, ça va aller très très vite. L'instant est unique pour cette année en tous les cas. Donc ce sera peut-être l'occasion de prendre des photos. Alors n'hésitez pas, si vous avez un instrument astronomique, à avoir un bon échantillonnage. Mettez une bonne Barlow peut-être si vous avez une focale native qui est un petit peu trop courte.
Et puis, et puis peut-être référez-vous à des sites internet ou à des livres, comme par exemple le livre Astronomie planétaire, qui vous présente des façons de procéder, notamment dans l'acquisition, dans le traitement des images planétaires. Voilà, c'est quelque chose de relativement facile à faire, peut-être même avec un APN réflexe. Mais si vous avez une caméra dédiée planétaire, ce sera beaucoup plus facile pour vous de travailler. Vous aurez un résultat qui sera beaucoup plus propre. Donc voilà, reste plus qu'à regarder, à suivre attentivement les infos météo pour espérer un ciel clair ce jour-là. Et voilà, et ainsi, eh bien, observer Saturne qui jouera à cache-cache avec la Lune. Maintenant, eh bien, nous allons nous intéresser à la planète Jupiter, puisque le 25, eh bien, deux de ses lunes vont passer en transit devant la planète. Il s'agit de Io et Europe. Et donc, je me tourne vers Pascal pour nous donner quelques détails. Voilà donc exactement hein, un transit multiple là sur Jupiter, notre cinquième planète, cette géante gazeuse, effectivement. Alors c'est intéressant de voir que parmi les près de 80 satellites hein, qui orbitent autour de cette géante gazeuse, eh bien les quatre principales d'ailleurs sont enfin les quatre plus proches, hein, enfin il y en a d'autres, mais en tout cas les plus visibles, eh bien on pourra les voir effectivement assez facilement dans un ciel donc nocturne. Alors, c'est intéressant parce que elles sont visibles facilement. Alors, pas à l'œil nu, effectivement, là, vous ne verrez que donc Jupiter. Mais par contre, vous allez voir des petits points lumineux, tout blancs, sauf noir. Oui, noir, en fait, ce que vous verrez, c'est effectivement les satellites qui passeront sur Jupiter à ce moment-là. Bah oui, elles seront noires parce que finalement, ce que vous verrez, c'est l'ombre, tout simplement, de ces satellites, hein, de ces lunes. Le problème, c'est qu'il faudra quand même attendre un petit peu que Jupiter se dégage de l'horizon, hein, donc à un horizon nord-est, est, et donc idéalement à partir de 1 heure, 2 heures du matin, ce serait bien. Donc, comment les observer? Eh bien, comme on l'a dit, un petit télescope, c'est l'idéal, mais sinon uniquement avec une paire de jumelles, à condition d'être équipé avec un trépied. Vous vous calez bien. Et donc, direction, effectivement, Jupiter. Alors, vous pourrez même observer par la même occasion Mars, qui sera un petit peu en dessous. Le petit point, le petit bémol, c'est que par contre, la Lune sera juste en haut et elle sera quand même assez lumineuse. Donc, mais en général, vous pourrez quand même voir en fait les principales lunes et le fameux transit en fait de ces lunes. Donc, tenter l'observation, c'est toujours quelque chose d'intéressant de voir euh, ces quatre lunes comme ça, donc tout proche de cette géante gazeuse Jupiter. Donc voilà, c'est l'occasion de pouvoir observer ces lunes. Maintenant, nous passons à ce dernier événement que nous vous présentons. Il s'agit eh bien, du rapprochement de la Lune avec les Pléiades. Et cet événement a lieu le 26 août. Et c'est Robin donc qui va nous en donner des détails. Oui, alors les Pléiades, c'est vrai que ça ne nous vient pas à l'idée d'observer les Pléiades en plein été, mais elles seront bel et bien visibles, et en plus, d'autant plus, elles seront très très proches de la Lune, en fait. Elles seront quasiment collées, la Lune sera collée dans l'amas des Pléiades. Donc voilà, les Pléiades, c'est un célèbre amas d'étoiles hein, qui est pour le ciel d'hiver, mais cet amas-là est aussi visible en été, mais ça sera pour encore une fois ceux qui font une nuit complète, puisque ça sera en seconde partie de nuit qu'on pourra observer cet événement-là. Ce sera le 26 août, et donc la Lune, elle, elle sera en dernier quartier, donc ça,
assez lumineuse, hein. On parle de 47, une cinquantaine de pourcents de luminosité. Donc ça reste très très lumineux. Donc c'est simple. Pour trouver cet événement-là, il faudra se lever et avoir les yeux bien ouverts euh, en deux secondes partie de nuit, hein. Donc voilà, vers 3-4 heures du matin, ça peut être assez intéressant. Et donc vous cherchez la Lune à l'est et vous tomberez avec un peu de chance sur les Pléiades. Alors ça risque d'être un petit peu compliqué à les voir du fait de l'extrême brillance de la Lune. Mais pourquoi pas essayer de faire une photo HDR en essayant de masquer la partie de la Lune. Ça peut se tenter, à savoir que ça risque d'être quand même néanmoins très délicat. Peut-être avec une paire de jumelles, vous réussirez à discerner les étoiles qui forment les Pléiades. En tout cas, voilà, ça risque d'être un événement assez délicat à observer, mais qui reste, ceci dit, intéressant. Et voilà, bah, nous arrivons donc à la fin de cette émission. Et avant de la clôturer, eh bien, nous vous présentons comme chaque mois deux photos. Alors la première, il s'agit d'une photo du soleil qui représente donc l'activité telle qu'il a été le mois dernier. Et cette photo donc a été prise en hydrogène H alpha avec eh bien, les petites protubérances que l'on peut observer et notamment eh bien, deux régions très actives que sont les régions AR 3751 et 3759. Nous passons maintenant à cette deuxième photo. Donc, comme vous pouvez le constater, eh bien, la saison de l'observation jovienne s'ouvre, donc avec l'une de ces premières images que Mathieu a pu réaliser de la géante gazeuse. Alors, l'œil attentif eh bien, saura remarquer le plus grand cyclone du système solaire qui est en train de se coucher. Et on peut remarquer aussi bien que la bande équatoriale nord s'est élargie depuis la saison précédente. Merci donc à chacun pour le partage des fruits de son travail. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. Et nous vous le rappelons, eh bien, n'hésitez pas à envoyer vos plus belles photos, à partager vos photos avec le lien que nous mettons en description. Et puis n'hésitez pas bien sûr à consulter le contenu, les différents contenus de notre chaîne Astro Nature 49 et à partager autour de vous. En tout cas, on vous souhaite de bonnes observations à tous et à toutes et on vous donne rendez-vous pour le mois prochain.